votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est dans un instant. Délocalisation de l'hôpital Dantec, un déménagement lourd de conséquences pour les malades atteints de cancer. Le professeur Diop, chef du service cancérologie, alerte. La radiothérapie et la chimiothérapie ne sont pas encore disponibles dans les hôpitaux chargés de prendre le relais. Même avertissement du côté du chef de service parasitologie. Professeur Daouda Ndiaye s'inquiète du sort des archives de l'hôpital et de l'urgence de les sauvegarder. Marche de protestation des Sénégalais basés à Dortmund en Allemagne. Ils dénoncent le silence des autorités consulaires après la mort d'un jeune compatriote. Mohamedou Lamine Dramé aurait subi les foudres de la police allemande qui l'aurait froidement abattu. Le renouvellement de la logistique de conservation, une exigence des travailleurs de la SOGAS. Les travailleurs de la Société de gestion des abattoirs du Sénégal ont observé un mouvement d'humeur ce vendredi. Détails au cours de cette édition. Et puis retour sur les zones inondées une semaine après les intempéries enregistrées à Dakar. Les différents services en charge du suivi du plan Orsec établissent un bilan des évacuations. Et bien le constat, ce sera tout à l'heure avant la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec la délocalisation de l'hôpital Aristide Le Dantec au service cancérologie. C'est le désarroi total. Le personnel est persuadé qu'il y aura des failles dans le suivi des patients et pour cause, les dossiers des malades ne sont pas encore disponibles dans les structures de santé en charge de prendre le relais. Et plus grave encore, les traitements indispensables pour soigner le cancer que sont la radiothérapie et la chimiothérapie ne sont pas praticables dans les hôpitaux relais parce que les machines sont en panne. Fatima Tatouré pour les détails. C'est une délocalisation qui risque de causer d'énormes difficultés aux malades, surtout ceux atteints du cancer. La contrainte majeure, c'est l'archivage, c'est le dossier médical, parce que le dossier médical, il suit le malade. Donc c'est un seul dossier médical où il y a toutes ces analyses, il y a tous ces résultats de radiologie, tous ces résultats d'anapath, la preuve de son cancer, mais également il y a les protocoles de traitement, que ce soit la chirurgie, la radiothérapie et la chimio. Alors si ces différentes spécialités sont dispersées, comment est-ce que le dossier va voyager? Le suivi du dossier du malade, une question qui doit être réglée pour éviter de compliquer davantage le traitement du patient. Outre la question de l'archivage, se pose également un déficit de logistique dans les structures devant accueillir ces malades. Aujourd'hui, l'hôpital d'Al-Adjam a des difficultés. Je pense que les deux accélérateurs sont à l'arrêt depuis quelques jours. Alors qu'il y a des malades aujourd'hui qui sont en traitement continu, on ne peut pas les interrompre pour déménager. Donc il faut assurer la poursuite du traitement. Au niveau de Touba, il se pose un double problème. Actuellement, l'appareil n'est pas fonctionnel. Et en plus de cela, si vous envoyez des malades à Touba, je pense que l'hébergement, il faut y penser parce que la radiothérapie, c'est du lundi au vendredi pendant à peu près un mois. D'autres patients seront également frappés de plein fouet par la fermeture de l'hôpital, des malades en fin de vie. Surtout pour les soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est des gens qui sont en fin de vie, à qui on ne peut pas guérir, mais qu'on peut apporter du soulagement, lutter contre la douleur, l'anémie, etc. Et vous avez vu les questions que les gens se posent, quoi. Comment on va coordonner maintenant les soins et les rendez-vous entre les différents types de traitements. Aujourd'hui, le personnel du service de cancérologie de l'hôpital Aristide Le Dantec est désemparé. Juste préciser que l'hôpital sera fermé ce 15 août. Et naturellement, la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer déplore la manière dont la délocalisation du service de cancérologie de l'hôpital Aristide Le Dantec est faite. Docteur Fatma Guenoun soutient qu'une programmation devait être discutée en amont. Elle soutient également que beaucoup de malades du cancer sont aujourd'hui désemparés. L'ultime solution, selon elle, est de faire un monobloc de tous les services. Je vous propose de l'écouter. Docteur Fatma Guenoun, présidente de la LISCA,
Dia, toujours au micro de Fatima Touré. La décision, il faut un jour déménager pour reconstruire. Mais ce déménagement devait être programmé. Ce que nous déplorons, que ce déploiement d'un service dans plusieurs autres services, nous sommes là devant le désarroi des malades qui doivent faire une chimiothérapie, qui ne savent pas dans quel hôpital ou dans quel centre ces malades vont aller. Moi, ce que je fais appel à l'État, que tout le service de chimiothérapie soit déployé dans un service en monobloc. Les malades qui ont été programmés pour la chimiothérapie, où est-ce qu'ils vont aller mardi? Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Et qui va répondre à cela? Des malades qui étaient hospitalisés, qu'on a sortis. Ils sont obligés de chercher. Moi, il y a beaucoup de parents de malades qui m'ont appelé pour me dire où est-ce qu'on amène nos malades. Ça, ce sont des problèmes. Et même son de cloche du côté du service de parasitologie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Selon le professeur Daouda Ndiaye, eh bien, le délai accordé pour le déménagement est trop court. Il se dit préoccupé par le sort des agents contractuels, un personnel qu'il va falloir former de l'avis du docteur Mamadou Diouf. Il est anesthésiste et ancien pensionnaire de l'hôpital Dantec. Chérif Dia et Diafaraba pour le reportage. Un déménagement dans la douleur au centre hospitalier national Aristide Le Dantec. L'hôpital centenaire sera fermé dans exactement 3 jours. Ici, tout le monde est pris de court. Même si c'était une bonne initiative, ça risque de ternir un peu l'image par rapport à tout ce que l'État a fait. Parce qu'il y a un délai actuellement très court pour permettre le transfèrement des activités. Donc l'arrêt des activités de Dantec et le transfèrement des activités ailleurs. Le temps imparti pour plier bagages est très court, provoquant du coup la panique générale chez le personnel, notamment les contractuels. Docteur Mamadou Massour Diouf, anesthésiste à Bordeaux, plaide leur cause. Leur avenir est compromis, leur avenir est sombre. Parce que vous imaginez que si on doit redéployer le personnel hospitalier, les malades et les ventiler dans d'autres structures, le temps de reconstruire l'hôpital, eh bien, ces gens-là vont se poser la question par rapport à leur avenir. C'est maintenant qu'ils se rendent compte de la précarité de leur situation. Une situation dans laquelle les autorités ont une lourde responsabilité parce qu'elles n'ont jamais cherché à régler ce problème depuis des années que ça dure, et c'est ça qu'on retrouve dans tous les hôpitaux quasiment. Sentiment partagé par le chef du service de parasitologie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Ce qui pose problème, c'est qu'au niveau du personnel, les gens ne sont pas rassurés. Surtout le personnel qui n'est pas un personnel de l'État, étatique. Et c'est pourquoi moi je lance un appel à toutes les autorités, y compris le chef de l'État, pour intervenir le plus rapidement et juste pour calmer les jeux, pour baisser la tension et rassurer les prestataires pour qu'ils puissent partir sans aucun problème et pouvoir continuer les activités dans les structures nouvelles, mais également sur le plan social, que ces gens puissent également continuer tranquillement leur vie. On le sait, la vocation de l'hôpital n'est pas de lutter contre le chômage. Mais le mal étant déjà fait, le docteur Mamadou Massour Diouf, qui a suivi sa formation à l'hôpital Aristide Le Dantec, propose la formation pour tous ses agents. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il représente 90% environ du personnel hospitalier. Et tout ça, imaginez ce que ça représente en termes de masse salariale qui pèse sur l'hôpital. Et c'est ça qui explique d'ailleurs que l'hôpital ne peut procéder à aucun investissement. Et là, cette bombe sociale est en train de vouloir exploser. Moi, ce que je propose, c'est que ces gens-là, on profite de cette période où l'hôpital va arrêter ses activités, de leur proposer une véritable formation qualifiante pour que ces gens-là soient qualifiés dans les métiers de la santé. La construction de l'hôpital Aristide Le Dantec est une bonne nouvelle, même si l'agenda des autorités étatiques risque de tout plomber. Nous retrouvons le professeur Daouda Ndiaye qui insiste sur l'urgence de sauvegarder les archives de cet hôpital centenaire, faute de quoi il craint des conséquences sur les protocoles thérapeutiques, mais aussi sur les recherches. Il était l'invité de TFM Matin, d'Info Matin plutôt, sur la TFM. Nous le retrouvons avec Chérif Dia. Mais pour les malades, je reste persuadé que le ministère est en train de tout faire pour quand même que tout se passe très bien, en collaboration avec la CME, les chefs de service, pour que les malades puissent être dans des structures de santé et continuer leur traitement et leur prise en charge. Donc c'est ça, c'est ma conviction. Jusqu'à la preuve du contraire, je pense que ça peut aller très bien. Maintenant, les archives également, c'est notre problème.
Il y a eu l'intervention du doyen de la fac de médecine du recteur, mais également des bonnes volontés au niveau des services pour essayer de stocker ces archives. Mais pour le moment, on n'a pas une idée très nette sur où est-ce que ces archives vont aller. Et si ces archives sont perdues demain, si on est confronté à une maladie pour laquelle la prise en charge a été bien faite à Le Dantec par des Sénégalais et qu'on est obligé de revoir le protocole thérapeutique, qu'est-ce qui a été fait? Ça peut impacter négativement le travail fait depuis des années par des anciens, par nous aujourd'hui et même pour les futures générations. La délocalisation de l'hôpital Aristide de Dantec fait grincer les dents dans le monde des consommateurs. L'UNCS, l'Union nationale des consommateurs du Sénégal, alerte sur ce qu'elle considère comme un génocide en vue via un communiqué de presse. Elle dit, je cite, « La délocalisation du personnel du plateau médico-technique et des patients va entraîner inéluctablement une mise en danger de la vie de milliers de patients. » L'UNCS ne croit plus aux déclarations du ministère de la Santé et du directeur de l'hôpital Le Dantec. Pour preuve, les associations de consommateurs, dont l'UNCS ou encore SOS Consommateurs, qui siègent au conseil d'administration, n'ont jamais assisté à une réunion du conseil d'administration où la délocalisation a été évoquée de manière précise. L'UNCS demande aux syndicats des travailleurs, à tous les partis politiques, majorité et opposition, à tous les amis, parents, alliés, usagers et patients de l'hôpital de se mobiliser pour arrêter cette précipitation à démanteler le Dantec au profit du capitalisme. L'UNCS se réserve le droit de porter cette affaire dans les instances internationales et porter plainte contre X pour génocide et pour procédure illégale de cession du domaine public. Voilà donc un communiqué signé par le bureau exécutif national de l'Union nationale des consommateurs ce 12 août 2022. Et puis, il y a exactement 2 ans aujourd'hui, les autorités avaient démoli le bâtiment historique du marché Sandaga. Alors, à l'époque, la raison évoquée était sa reconstruction parce que le bâtiment était en lambeaux. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait sur place. Les commerçants délogés fustigent la lenteur des travaux et sollicitent l'aide urgente du chef de l'État. Fatou Bintou Conté et Diafaraba ont fait le déplacement. Reportage. 2 ans qu'une partie du bâtiment historique du marché Sandaga a été démolie, les commerçants délogés des lieux se plaignent des lenteurs notées dans les travaux qui devaient durer 24 mois. Ils sont là-bas depuis 2013, 8-9 ans. C'est un site enclavé, difficile d'exercer le commerce, mais dépourvu de clientèle. Donc très difficile. Depuis des années, nous vivons dans des situations vraiment très difficiles. Seulement ces commerçants de Sandaga doutent de la reconstruction de ce marché sous l'ère du maire Alioune Ndoye, sur qui ils n'ont aucune confiance. Tout ce qu'on sait, c'est que si ça dépend que du maire Alioune Ndoye, ce marché ne sera pas reconstruit. On a espoir que ce marché va être reconstruit, mais pas avec le maire Alioune Ndoye. Le montant pour la réhabilitation de l'infrastructure s'élevant à plus de 7 milliards, ces commerçants sollicitent l'aide du chef de l'État. Sandaga est plus important que tous les projets qu'on est en train de voir. Et ça ne coûte pas cher. Ça coûte au maximum 7 milliards 200 millions d'après le projet de la commune. Donc nous demandons au chef de l'État de faire de ce marché un projet de l'État et de le construire le plus rapidement possible, parce que c'est lui qui nous avait promis. En attendant, ce vaste espace est devenu un dépotoir d'ordures et le lieu de refuge des badauds. Puis hors de chez nous, émoi et consternation après la mort d'un jeune compatriote tué en Allemagne. Le collectif des Sénégalais vivant à Dortmund dénonce le mutisme des autorités consulaires établies en Allemagne. Ses membres ont battu le pavé ce vendredi pour exiger la lumière sur la mort du jeune Mohamed Lamine Dramé. Ils interpellent les autorités, en particulier le secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur. Le récit est signé Ibrahim Makana. Ils sont nombreux à manifester leur indignation après la mort d'un jeune Sénégalais de 16 ans abattu par la police de Dortmund lundi dernier. Parmi les manifestants, un collectif de Sénégalais vivant à Dortmund soutenu par des populations allemandes. Le collectif exige toute la lumière sur la mort tragique du jeune Mohamed. Selon les dernières informations, la famille du défunt a été retrouvée. La victime est originaire de la commune de Ndiafat, dans la région de Kaolack. Les autorités allemandes avaient décidé d'enterrer la victime le 15 août, mais finalement, des démarches sont entreprises pour rapatrier le corps sans vie du jeune Mohamed. Pour le moment,
C'est l'omerta du côté des autorités sénégalaises établies en Allemagne, selon le collectif regroupant nos compatriotes. Ses membres interpellent toutes les autorités sénégalaises, en particulier le secrétaire d'État en charge des Sénégalais de l'extérieur. Pour rappel, le jeune Mohamed est mort après avoir reçu 5 balles. D'après la police allemande, le jeune homme a attaqué ses agents avec un couteau lors d'une opération à laquelle 11 policiers ont participé et l'un d'eux lui a tiré dessus. Ibrahim Akal, merci. Je vous l'annonçais donc en titre, mouvement d'humeur à la SOGAS, la société de gestion des abattoirs du Sénégal. Les chevillards ne veulent plus des installations de l'entreprise jugée vétustes et pour cause, les chambres froides ne sont plus fonctionnelles et cela pose naturellement des difficultés dans la conservation. Ils ont exprimé leur colère au micro de Abdoulaye Anne. On est fâché contre les dirigeants de la SOGAS parce qu'il y a beaucoup de problèmes ici. Depuis au moins 3 ans, on est en train de négocier avec eux. Mais ils ne nous considèrent pas, vraiment, c'est désolant. Il y a beaucoup de problèmes. L'eau est salée, on ne sait pas si c'est l'eau de la mer ou bien l'eau, je ne sais d'où ça vient. Vraiment, c'est désolant. Notre chambre frigorifique aussi, ça ne va pas. Il y a beaucoup de millions qui sont dedans. Donc ça devrait être leur priorité. Ici, on est des partenaires. On doit nous respecter. Tous ces bâtiments-là n'ont aucun sens. S'il n'y avait pas les chauviards ici, il n'y a pas de la valeur. Ce sont eux qui vont dans les marchés acheter des bœufs amenés ici. C'est avec cet argent qu'ils payent leurs employés. Donc on nous doit un peu de considération quand même. S'il y avait un peu de constat avec ces dirigeants, il allait constater que rien ne va maintenant. Parce qu'à l'époque, il y avait 500, on tuait 500 bœufs par jour. Ou bien 400. Actuellement, on tue que 150 ou bien 200. Tu as vu. Donc, ce qui veut dire que rien ne va maintenant. Il y a des gens qui abattaient 10 bœufs par jour. Mais actuellement, ils ont honte ou bien ils ont peur de tuer 10 bœufs par jour parce que la chambre frigorifique n'est pas bien. Une semaine après les fortes pluies qui ont frappé Dakar et sa banlieue, les différents services en charge du suivi du plan Orsec retournent sur les lieux impactés par les pluies, que ce soit à la zone de captage, à la cité Bellevue ou encore au parc de Anne. Eh bien, le dispositif de surveillance des eaux est encore sur place. Toutefois, quelques difficultés ralentissent l'évacuation des eaux usées, entre autres la remontée de la nappe sur certains sites déjà pompés. Et le point, c'est avec Aminata Mbaresso. Les stigmates des fortes pluies tombées dans la capitale sénégalaise le vendredi 5 août, encore visibles au parc zoologique de Hann. Sur place, sapeurs-pompiers et agents du parc procèdent à l'évacuation des eaux de pluie. Ce parc a été créé en 1906. Depuis lors, ce parc joue ce rôle de captage et d'évacuation de l'eau vers la mer. C'est parce que la capacité a été dépassée suite à ces fortes pluviométries qu'il y a cette inondation. Et ce dispositif comprenait au début 2 motopompes de 300 m3 et une électropompe de 600 m3. Donc sur site, dès le samedi matin, on était sur 1200 m3 en fonctionnement sans arrêt. Actuellement, pratiquement, les eaux sont évacuées, les gens peuvent circuler librement. Des eaux de pluie qui ont occasionné le déplacement de certains reptiles. Les autres animaux, les lapins et autres là, ont été déplacés. Le responsable du reptilarium avait lui aussi très rapidement pris certaines dispositions. Il va y revenir. Il a très rapidement évacué les tortues terrestres qui ne connaissaient pas l'eau. Il les avait évacuées très tôt. Et les autres animaux qui sont restés là-bas en cage sont en dehors de danger. À l'image du parc Hann, la cité Bellevue, la zone de captage ont aussi été submergées par les eaux. Là, vous avez vu, on avait de gros soucis au niveau de la zone de captage. Même pour emprunter les axes, c'était très compliqué. Et là, ce qu'il nous reste à faire, c'est les petites motopompes qui sont dans les domiciles pour essayer de sortir l'eau et de la rassembler au niveau du terrain de football pour pouvoir quand même avoir la quantité requise pour que celle-ci soit évacuée. 2 motopompes de 150 et une motopompe de 300 nous ont permis de libérer le terrain et la ruelle principale, la voie principale. Une trentaine de maisons aussi ont été libérées par des petites motopompes au niveau de la zone de captage. C'est ainsi qu'avec l'appui des sapeurs-pompiers, nous avons pu disposer au niveau de la DPC 2000 sacs et des chargements de sable. Avec l'appui des jeunes que vous avez vu sur le terrain, nous avons déjà renforcé la protection
des cages, surtout des cages des lions. De grosses manœuvres souvent perturbées et qui retardent les travaux. La seule difficulté qu'on a, c'est qu'une remontée de la nappe au niveau des maisons qui nous oblige à rester encore et continuer à effectuer les opérations de pompage. Sur les différents sites, les motopompes ainsi que les équipes techniques sont sur place. Un service en continu pour anticiper sur d'éventuelles pluies dans la capitale sénégalaise. Bonsoir chers téléspectateurs. Les eaux de pluie, justement, quel temps vous attend en ce week-end d'Assomption? Eh bien, c'est tout de suite avec le bulletin météo proposé par les services de l'ANACIM. Chers téléspectateurs, des orages de pluie relativement marqués sont attendus sur une bonne partie du territoire sénégalais. Donc, des pluies qui vont commencer dès ce soir sur les régions centre allant vers la Casamance, mais aussi la Petite Côte et Dakar. Même les localités nord ne seront pas épargnées pour les pluies de cette nuit. Demain aussi dans la journée, c'est une journée qui risque d'être pluvieuse sur une bonne partie du pays, notamment sur les localités ouest. Donc toutes les régions côtières allant de la Casamance vers les îles Sine Saloum, la Petite Côte allant vers Dakar et même Saint-Louis. Mesdames et messieurs, en gros, c'est des orages de pluie relativement marqués qui sont attendus sur une bonne partie du pays, notamment sur la façade ouest du pays, entre ce soir, cette nuit, allant à la matinée de demain, mais aussi toute la journée du samedi. Voilà donc information principale de la soirée, les pluies qui reprennent à l'échelle nationale, la pluie qu'on attend donc demain sur Dakar. C'est donc l'essentiel de ce bulletin météo préparé, je le rappelle, par l'ANACIM hors de Dakar, à Tivaouane. La gestion des ordures, des déchets domestiques constitue une problématique majeure dans la cité religieuse. À 2 mois du Gamou de Tivaouane, les autorités locales et l'UCG plutôt mettent en place un programme de nouvelles techniques de collecte afin de se débarrasser des ordures avant et après le Gamou. L'érection d'une usine de valorisation des déchets tantôt avancée serait pourvoyeuse de milliers d'emplois. Charanta Diop, Saïdatir. Cette visite de l'unité de coordination et de gestion des déchets solides découle de la volonté du maire de Tivaouane, Dembo Diop Sy, de conclure un partenariat avec l'UCG en vue d'améliorer le service de nettoiement au niveau de la cité religieuse. Il a eu la grandeur d'esprit de bien vouloir mettre à la disposition de l'UCG de nouveaux outils qui nous permettront d'augmenter l'empreinte de l'UCG au niveau de la ville de Tivaouane, mais aussi au niveau des villages environnants, compte tenu du fait qu'il y a une forte croissance démographique à Tivaouane et dans les alentours de Tivaouane. Tivaouane va bientôt disposer d'une usine de recyclage et de valorisation des déchets. Par rapport à l'industrialisation des déchets, l'économie circulaire, notamment pour ce qui concerne la gestion du centre intégré de valorisation des déchets, qui est une préoccupation, sa capacité à créer des emplois et à nous projeter dans l'économie circulaire. Donc là-dessus aussi, un certain nombre d'engagements ont été pris pour accélérer la mise en œuvre de cette infrastructure qui se fera en étroite collaboration avec la mairie de Tivaouane. Selon l'adjoint au maire de Tivaouane, c'est une préoccupation forte des populations de Tivaouane. Comme le Gamou il y a 2 mois, aborder la question en tout cas de la gestion du Gamou en termes de l'environnement et du cadre de vie. Ils vont renforcer les dispositifs, mettre du personnel, les former pour que en tout cas tout ce qui est déchets venant des hôpitaux et des dispensaires soit bien pris en charge, soit bien traité. À partir du 16 août, une mission sera à Tivaouane pour remettre à plat l'ensemble du système de nettoiement. La journée internationale de la jeunesse célébrée à Kaolack, le Conseil national de la jeunesse soutient que les jeunes sont toujours confrontés à un problème d'employabilité. À cela s'ajoutent les difficultés liées à l'accès de la terre, l'accès à la terre plutôt. Le thème était donc l'emploi vert. Le point, c'est avec Pambay Diao et Faligay. Donc, à l'instar de la communauté internationale, l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale, en partenariat avec la GIZ et le Conseil national de la jeunesse du Sénégal, organise un forum sur l'emploi vert. Comme vous le savez, la jeunesse sénégalaise est confrontée à plusieurs difficultés telles que l'emploi décent, l'accès aux fonciers, la participation des jeunes aux instances de prise de décision et surtout par rapport à l'emploi. Comme vous le savez, chaque année, plus de 200 000 jeunes sortent des écoles de formation et des universités pour chercher de l'emploi. Et on sait que l'État n'a pas les moyens de recruter tous ces jeunes. Donc, c'est aux partenaires et surtout aux organisations de jeunesse
de proposer d'autres solutions pour trouver de l'emploi à tous ces jeunes. Je pense qu'il est extrêmement important pour nous en tant qu'organisation de jeunesse de soutenir les partenaires au développement, mais aussi de travailler avec les organisations pour promouvoir tout ce qui concerne l'emploi vert. Parlons éducation à présent. Il en aura marqué plus d'un, y compris le chef de l'État à l'occasion de la cérémonie du concours général édition 2022 qui s'est tenue hier jeudi. Lui, c'est Magatte Dieng, professeur de français au lycée Maurice Delafosse. Son discours basé sur l'ancrage des valeurs africaines dans un monde en plein essor a mis tout le monde d'accord. Quel est son parcours? Eh bien, élément de réponse dans ce portrait signé Marcel Farba-Moron et Mohamed Dieng. Singulièrement aux alizés qui souffrent du nord et chassent les fièvres de l'hivernage. Fin de citation. Au-delà de l'excellence primée au concours général, un autre fait a attiré l'attention, le discours de Magatte Dieng, professeur de français au lycée Maurice Delafosse, en lien avec l'enracinement dans nos valeurs et l'ouverture aux apports féconds du XXIe siècle, conformément au thème choisi. Le thème en tant que tel, c'était pour un système éducatif ancré dans ses valeurs et ouvert aux compétences du XXIe siècle. Quelle réforme curriculaire? Donc c'est un thème qui vient à son heure. Parce qu'actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que nos élèves doivent être ancrés dans leurs valeurs d'abord, avant de s'ouvrir dans les autres valeurs, à savoir l'apport du numérique aujourd'hui. Donc c'est un thème vraiment très pertinent et actuel. Mais avant d'en arriver à ce discours mémorable qui en a séduit plus d'un, quel est le parcours de Magatte Dieng? Je suis né à Rao, un petit village à l'entrée de Saint-Louis, donc d'une famille ancrée dans ses valeurs religieuses et culturelles. Donc j'ai fait mes premières humanités à l'école élémentaire de Rao, ensuite au CEM El Hadji Rawane Ngom de Pal, et pour le lycée, j'ai fait le lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis. Après l'obtention du bac, je suis orienté à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au département de lettres modernes. Et en 2005, je suis sorti avec une maîtrise S-lettres et je me suis lancé dans l'enseignement. Mes premiers pas d'abord à Podor, de 2005 à 2009, au lycée El Hadji Baba Diong de Podor. À partir de 2009, j'ai eu une affectation à Pire, au lycée Serigne Amadou Cissé de Pire. Et depuis 2015, je suis ici actuellement au lycée mixte Maurice Delafosse. Depuis 2015 donc, Magatte Dieng ne laisse que de bonnes impressions, surtout vis-à-vis des élèves. S'il a été choisi pour quand même prononcer le discours de d'usage, c'est parce qu'il regorge quand même de qualité, surtout de qualité professionnelle. C'est un ancien d'abord qui est très compétent, parce que je pense qu'avant tout, il faut d'abord la compétence, il faut la disponibilité. C'est quelqu'un aussi qui a de bonnes qualités relationnelles. Voilà, qui entretient de bonnes relations et avec ses collègues, avec aussi l'administration, mais surtout aussi avec les enfants. Les enfants l'aiment beaucoup. D'ailleurs, pendant des années, c'est lui qui encadre tous les clubs, le gouvernement scolaire. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui, véritablement, est un exemple, en tout cas. Si le système ne regorgeait que des gens comme M. Dieng, je pense qu'on aurait tous applaudi. Estimant que la qualité de l'enseignement a progressé au Sénégal, Magatte Dieng n'a cependant désormais qu'un rêve, obtenir 80% de taux de réussite sur le plan national lors des périodes d'examen. Et juste avant de se quitter, un peu d'actualité politique avec le choix de Pape Diop de rejoindre la majorité présidentielle, un choix qui risque de créer des divisions au sein de Bokk Gis Gis. C'est l'avis du politologue Mamadou Thior. Ce dernier estime que le leader du dit parti devait assumer sa position durant la campagne électorale et s'éviter toute cette polémique. Alassane Ba et Mohamed Dieng pour les détails. Il n'est pas surpris par le choix de Pape Diop, mais cette décision aura sûrement des conséquences dans son parti. Au vu de la nature de ses relations avec le chef de la mouvance Benno Macky Sall, qu'il a décoré il y a quelques mois, forcément, cette mouvance-là avait la faveur des pronostics. Finalement, il a choisi Benno Bokk Yakaar, donc il ne faut pas trop lui en vouloir. C'est un choix qu'il a fait en connaissance de cause, a-t-il dit aux journalistes. Maintenant, reste à savoir ce choix-là, ce que ça aura en termes de conséquences pour l'avenir de son parti, la coalition Bokk Gis Gis, parce que certes, à son âge, je pense qu'il a son avenir derrière lui, mais quand même au sein de ce parti-là, il y a des jeunes loups aux dents longues qui aimeraient un peu tracer leur sillon. Et parmi ces conséquences, le politologue n'exclut pas des scissions au sein de Bokk Gis Gis, avec cette jeunesse
qui voudra prendre la relève. Rappelez-vous, en 2017, Boghazlis est allé en coalition avec Abdoulaye Wade et sur les 17 députés, ils avaient eu au moins 4 ou 5. Aujourd'hui, Pape Diop a dirigé une coalition et n'a récolté que le plus fort reste. Donc c'est une régression pour ce parti-là. Et pourtant, c'est un parti qui compte. Donc ce qui fait que ces jeunes peuvent être tentés par le fait d'assurer une bonne relève de ce parti-là, parce que comme je l'ai dit, comme Pape Diop vit son âge et est plus proche de la retraite, il faut faire de la place à ces jeunes-là. Et ces jeunes-là, c'est dans l'opposition qu'ils se voient. De l'avis de Mamadou Thior, Pape Diop aurait dû assumer son appartenance durant la campagne électorale. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est à présent terminé. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite après moi, vous retrouverez dans la deuxième partie du Soir d'Info la grande Binta Diallo. Elle reçoit ce soir Maître Amadou Sall, président du parti libéraux et démocrates And Sukhali. Voilà, vous savez tout ou presque. Excellente suite des programmes sur la télévision Futur Média. Excellente soirée.